Bonjour, c'est Patrick Poivet. J'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous ce soir sur Animusique. A tout de suite. Alors, Albator, quelle ironie. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour La Voix des Héros qui entame aujourd'hui sa 3e saison. On va essayer encore une fois tout au long de l'année d'aller à la rencontre des comédiens, chanteurs et personnalités qui ont chacun à leur façon donné vie à nos héros, et on commence avec l'une des voix les plus connues du grand public. Nul n'imaginerait l'acteur Bruce Willis sans son timbre inimitable. Il nous a fait vivre les folles aventures du Seigneur des Cosmocates Star Lion, et il s'appelle Patrick Poivet. On le retrouve aux côtés d'Alexandre qui va dégainer les questions. Bonne écoute à tous sur Animusique. Amis auditeurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de La Voix des Héros. Alors, je mène seul aujourd'hui cette interview. Elle me trouve en compagnie de notre invité, un comédien charismatique dont vous devez connaître la voix. Patrick Poivet, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accordé cette interview à Animusique. Non, c'est à moi que ça fait plaisir, c'est pas... Alors, première question. Pourquoi avoir choisi le métier de comédien et comment se sont concrétisés vos débuts? Alors, comment avoir choisi le métier de comédien? Bonne question éminente. Je ne l'ai pas choisi. C'est très drôle parce que j'ai commencé des études de médecine, j'avais 18 ans, 19 ans, à l'époque ça s'appelait le PCB, première année de médecine. J'ai eu un très grave accident de voiture. Étant passager, je me suis retrouvé pendant 6 mois avec une fracture du bassin, avec le crâne à moitié défoncé et tout. Et puis donc j'ai abandonné mes études. Et puis c'est une amie de mes parents, un ami de mes parents qui était Monsieur Simon, le célèbre cours Simon, qui m'a dit mais allez viens t'amuser, il y a des jeunes, ils ont le moral et tout. Voilà, puis je suis devenu comédien. D'accord. Et donc, je crois savoir que vous avez fait le conservatoire par la suite. Absolument. Donc, comment ça s'est concrétisé? C'est-à-dire que le conservatoire, c'est un concours. Hein. Alors, il faut savoir déjà, on apprend vite son métier, ne serait-ce qu'avec le concours du conservatoire, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a à peu près 12 ou 13 000 personnes qui se présentent, ils en prennent 30. D'accord. Alors, ça correspond exactement au métier de comédien, parce que pour arriver à en vivre, faire une carrière, comme on dit, ou en vivre toute sa vie, on a une chance sur 50 millions à peu près, quoi. Alors, même si j'ai des mots un peu défaitistes, c'est surtout pour dire aux gens qui veulent faire ce métier qu'il faut être très, très, très courageux et avoir beaucoup de chance parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et par rapport au doublage, vos débuts? Eh bien, comme à l'époque, quand on jouait au théâtre, on signait pour la durée. Alors, les pièces pouvaient durer 300, 500, 600, 700, 800 représentations. Ça fait quand même 2 ans, 3 ans des fois. Et moi j'ai eu la chance et l'honneur de créer des pièces de Monsieur Jean Anouilh, de Monsieur de Obalia, des plus grands auteurs français. Et les pièces, elles vont les jouer 600, 700, 800 fois. Et donc moi je m'ennuyais dans la journée. Et donc un jour j'ai demandé à Monsieur Paul Meurice, voilà Paul, est-ce que je pourrais racheter mon contrat? Parce qu'il y avait de jeunes réalisateurs qui voulaient me faire tourner. Je voulais faire plein de trucs, quoi. Il m'a fait non, pas du tout, on s'entend très très bien, il y a 3 mois de réservation, non, il n'en est pas question. Je lui ai dit, alors je fais quoi dans la journée? Parce que je m'ennuie vraiment. Il m'a fait, tomber des gazelles, il y en a plein les rues. Je fais, oui, mais une gazelle, 2 gazelles tous les jours, ça devient une habitude et c'est très chiant. Il me fait, vu comme ça, vous avez tout à fait raison, on va en reparler. Et le lendemain, il m'a dit, connaissez-vous la post-synchronisation? Je lui ai dit, non, pas du tout, c'est quoi? Il m'a fait, vous allez en avoir des nouvelles. Et donc il y a un directeur artistique qui m'a appelé 2 jours après et qui m'a appris à travailler, qui s'appelait Richard Hens, qui est un éminent monsieur, ainsi que monsieur Jacques Wilmetz. Ces 2 hommes étant décédés, je leur dois les 2 tiers de ma vie. Et donc vous avez souvenir du nom de la production dont il s'agissait? Ou du moins l'une des premières? Oh la vache, Lyra? Non, Lingua Synchrone. D'accord. C'est ça? Je ne saurais le confirmer. C'est Lingua Synchrone. Mon premier cachet avec Richard Hens, c'est Lingua Synchrone. Je vais vous dire pourquoi je m'en souviens. Car à l'époque, il n'y avait même pas de chèque.
C'est une petite pochette sur laquelle il y avait marqué les droits sociaux, tout le truc, et on touchait l'argent en liquide. D'accord. C'est pour ça que ça me... Ouais, Lingua Synchrone, monsieur Richard Hens, un mec génial, un anglo-français, un franco-anglais, une classe absolue, une intelligence, une sensibilité. Voilà quoi. Les gens de notre génération vous connaissent notamment pour votre participation au doublage des Entrechats, Riff Raff, les Cosmocats, Star Lion, ou bien encore Power Ranger, Tommy le Ranger Vert. Avez-vous des anecdotes, souvenirs concernant ces productions? Alors des souvenirs, oui, des très beaux souvenirs d'ailleurs, parce que en général on enregistrait 2-3 jours, et c'était 2-3 jours d'éclaireur permanent, parce qu'il faut quand même se retrouver dans la situation. Alors Cosmo Cats, Cosmo, ça peut prêter à rire quoi. Et il faut le faire sérieusement. Alors donc on passait des journées entières de fou rire. On était plus épuisé par le rire que par le doublage en fait. D'accord, oui, parce qu'il y avait notamment des comédiens, dont Henri Djanik, si je me souviens. Absolument, fabuleux. Bah oui, cher Henri, qui est disparu aussi. Enfin bon. Et vous avez dû réenregistrer des épisodes inédits de Cosmocats dans la première moitié des années 2000. Absolument. Voilà. Donc, comment ça s'est fait en fait Ce qui vieillit le moins vite, c'est la voix. Mhm. Alors on n'est pas gêné par la voix. Donc c'est ce qui nous permet de faire des raccords des fois 4-5 ans après quoi. Donc on retrouve la tessiture, on écoute ce qu'on a fait avant, puis on retrouve le personnage comme on doit le faire au théâtre ou ailleurs. Mais malheureusement, je pense qu'en dehors de vous, il y a quasiment eu personne qui a été repris de l'ancien casting. Bah oui, c'est gentil pour moi, mais enfin, il y a peut-être beaucoup de gens disparus, puis ça. Des gens mieux. Oui, mais je pense que il y a eu des histoires. La majorité des enregistrements en fait se sont faits en Belgique. En dehors de vous, la plupart des comédiens qui ont enregistré étaient belges. Donc... Exact, puisque je suis allé enregistrer à Bruxelles mon personnage. D'accord. Mais donc comme j'étais espèce de hors contrat, quoi, c'est ce qu'on appelle un gré à gré. Alors c'est une période un peu difficile. Parce que les comédiens français vont aussi en Belgique. Alors, et comme il y a l'Europe, on ne peut rien faire contre ça. On ne peut pas opposer, disons, des vertus professionnelles à la loi européenne. Donc c'est le libre accès. Au moins ils m'ont fait un statut spécial. Disons qu'il faut être quand même un comédien d'un certain renom dans ce domaine afin de pouvoir fixer ses conditions de travail. Quelque part un peu. Ouais, d'accord. Puis avoir un bon agent. Et justement par rapport aux Entrechats, parce qu'il y avait justement Séverine Morisot qui était avec vous, vous avez beaucoup travaillé avec elle. Oui, on a bien travaillé d'ailleurs, parce qu'on a 2 enfants oui. Qui sont très beaux, sympas, adorables, c'est des mondes super. Et que j'adore cette femme, qui est une comédienne hors du commun, quelqu'un de génial, elle a tout, elle est belle, elle est intelligente, c'est une comédienne, c'est une mère fabuleuse, c'est une femme et une maîtresse en même temps, c'est exceptionnel. D'accord. Et par rapport à Power Ranger, est-ce que justement vous aviez des crises de fou rire en voyant les monstres, les situations C'est-à-dire que la fiction... est telle qu'on ne peut que rire, parce que c'est quand même, on a quand même atteint des sommets de débilité quand même. Sachant qu'à la base c'est un programme japonais pour les scènes costumées qui ont été reprises, mais donc tout le reste est réadapté pour le public américain avec des scénars bas de plafond. Quoi. Ça a été acheté au kilo. Alors en fait c'était l'histoire, la base de ça a été créé pour soigner psychologiquement les adultes au Japon, avec des programmes entre 10h et minuit, 1h du matin. Ouais, mais là, ça a été plutôt... Donc tout a été remonté. Et en France, on en a fait un truc pour les mômes, ce qui est impensable, quoi, quelque part. Et donc tout a été remonté, tout a été réécrit et tout, mais c'est plus des fous rires qu'on a eu, on a quand même atteint le... Il y a les Anglais qui disent
quand il y a le fond d'une poubelle, ça s'appelle, c'est le fond d'une poubelle. Mais en dessous, il y a encore du jus, ça s'appelle scum. Donc on a scumisé, voilà. Oui, non, c'est vrai qu'il y a de ça. Mais en plus, votre personnage apparaissait dans plusieurs saisons, en fait. Et je crois que la dernière où il devait apparaître, qui s'appelait Dino Thunder, on n'a pas fait appel à vous, alors que le comédien était peut-être repris de nouveau. Ouais. Oui. Ouais. Hein. C'est pas grave. Oh non. Bon, ça me fait pas mal au pied, je vous le dis tout de suite. Non, mais moi, de toute façon, j'aime pas cette série. Donc, voilà. Je préfère les versions originelles, on va dire. Absolument. La voix des héros avec Patrick Poivet revient dans un instant sur Animusique. Cosmo Cat. Cosmo Cat c'est extraterrestre, Cosmo Cat c'est vous, qui avez tous les pouvoirs, Cosmo Cat ça vous. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Des millions d'âmes-lumière vont vous entraîner sur des planètes étrangères, vous y survivrez. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Les mutants les plus farouches voudront vous chasser. Tous pour un et un pour tous, vous les écrasez. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Cosmo Cat c'est extraterrestre, Cosmo Cat c'est vous, qui avez tous les pouvoirs, Cosmo Cat ça vous. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Et de façon plus générale, vos meilleurs souvenirs en doublage? En général? Oui. Alors j'ai eu la chance de doubler Monsieur Kenneth Branagh dans Much I Do About Nothing, beaucoup de bruit pour rien. Ça, c'est l'honneur des honneurs, parce que c'est quand même... si je devais partir sur une île déserte, j'emmènerais le film. J'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. J'ai eu La Belle et le Clochard. Faire le clochard pour Disney, c'est l'honneur des honneurs. Hein. C'est le plus grand honneur de... Et puis d'avoir une rubrique dans le journal de Mickey. D'accord. Alors quand on a une petite rubrique dans le journal de Mickey, c'est la Légion d'honneur du comédien. Toucher le cœur des enfants, c'est voilà, pas rien. C'est la Légion d'honneur absolue. Quoi. C'est pas rien, d'ailleurs, j'en suis le produit. Hein. Vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer Bruce Willis. Comment cette rencontre a-t-elle pu se faire? Très simplement, car c'est un monsieur extrêmement simple. Donc il y avait une présentation, il faisait son métier, il faisait la communication d'un, je crois que c'est Die Hard 2 ou je sais plus, Die Hard 1, non c'est voilà, c'est ça, 58 minutes pour vivre, ou peut-être Piège de cristal. Et on se retrouvait à la radio, moi je travaille pour le groupe Énergie, puisque j'habille une radio concurrente, mais bon, je vais quand même le dire, c'est Rire et Chanson.
Il n'y a pas de concurrence entre vous, je suppose. Non, non, du Hein, tout. Non, bon. non. Nous ne sommes pas professionnels, je Voilà. le rappelle. Alors donc, et il venait présenter son truc, il y avait tout un barnum. Et il m'a vu, on s'était déjà croisés, il m'est tombé dans les bras devant tout le monde et tout. Alors tout le monde s'est dit, mais dada, puis après on a fait l'émission ensemble et tout, puis après on est partis ensemble. Puis depuis, bon, on se voit de temps en temps. Voilà. D'accord. C'est un homme charmant, courtois, une classe folle en plus. C'est un plaisir absolu. D'accord. Et est-ce que lui-même, par rapport à d'autres comédiens, dont c'est le cas, d'autres comédiens français, dont c'est le cas, est-ce que lui-même tente parfois de vous imposer sur des productions D'accord. Non, je ne se permettrait pas. Hein. D'accord. Vous savez, aux États-Unis, il y a le producteur. Hein. Comme quand il est coproducteur, évidemment. D'accord. Mais sinon, producteur, distributeur, point. Un acteur est un acteur, même si c'est une superstar. Donc vous avez eu l'occasion de doubler plein d'acteurs différents, comme Bruce Willis, Tom Cruise, notamment pour ses débuts, Richard Gere. Pensez-vous avoir eu la chance de ne pas être catalogué malgré une voix assez reconnaissable? C'est une chance de plus, mais c'est-à-dire que je déplaçais ma voix quand même. C'est-à-dire que chaque acteur a une particularité, il a quelque chose de typique dans son jeu et tout, et en fait c'est ce qui vous amène à trouver la voix qui correspond. Notamment Don Johnson, Voilà, par sur exemple. Nash Bridges. Voilà, alors donc il y a une différence, c'est extraordinaire, parce que c'est le physique de l'acteur que vous doublez qui vous impose la voix que vous donnez. Parce qu'en même temps il y a un mimétisme avec sa voix à lui, mais c'est pas obligatoirement essayer de faire la même chose. Mais par contre c'est son jeu physique, tout ce qui est intellectuel et physique, qui amène une particularité. Quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on vous retrouve finalement assez cool dans le rôle de Don Johnson. Quoi. Voilà. Décontraction absolue. Parce qu'il est hyper décontracté, et ça sort tout seul, parce que c'est pareil, il faut avoir la chance de doubler des acteurs comme ça. Parce que doubler Don Johnson, c'est un plaisir, c'est vraiment... et je suis sûr, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. On a eu une photo à Cannes un jour, parce que ça s'est croisé comme ça. Mais j'aimerais tellement le rencontrer, parce que les gens qui ont dû tourner avec lui, ça doit être un pied absolu, quoi. Parce qu'il y a tout dans l'œil. C'est formidable, c'est génialissime, quoi. L'association Les Voix dont vous faites partie a vu le jour depuis quelques mois. Vous serait-il possible de nous la présenter et nous en indiquer les finalités? Alors c'est une très belle association qui n'est surtout pas revendicative. C'est une réunion de gens qui font ce métier et qui veulent le faire correctement et qu'on les respecte. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de système mercantile qui vienne pourrir cet état d'esprit qui est formidable dans notre métier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle et qui ne sont au courant de rien. On en abuse et on en use. Eh bien, grâce aux voix, ils ont qu'à donner un numéro de téléphone, ils ont qu'à téléphoner et ils sont renseignés tout de suite. Et puis s'ils veulent en faire partie, ils en font partie, aux mêmes conditions que sont les conditions d'entrée dans le métier pour tout ce qui est professionnel. Voilà. D'accord. Donc en fait, ils sont là pour veiller au respect des droits des comédiens. Exactement. Donc par exemple, si, admettons, un comédien n'est pas forcément au courant de rediffusions qui ont lieu sans que son droit de propriété intellectuelle soit respecté. Oui, par exemple, on peut contacter quelqu'un pour faire une voix publicitaire ou autre. Et à la limite, utiliser son travail sans jamais le payer. Ou ne pas le payer les années suivantes. Voilà, ou Puisqu'il a droit à simplement une lui cachette. dire vous avez de la chance, vous allez faire votre première pub. Et ben ça peut marcher parce qu'il y a quand même des gens qui ont monté des cours insensés, ce qui est une aberration absolue, pour faire des voix off quand même. Alors pour les gens qui nous écoutent, une voix off ça n'existe pas. C'est d'avoir un comédien ou une comédienne qui prête sa voix, car derrière il y a une intention. Par exemple, vous dites, je ne sais pas, aujourd'hui il fait beau. C'est tout simple. Mais simplement, vous avez un client qui vous dit non, je voudrais sentir la noirceur du nuage. Alors vous faites donc, aujourd'hui, il fait beau. Et d'un seul coup, il y a une noirceur. Mais ça se paye. Et ça s'apprend. Et donc on n'apprend pas à faire ça dans des cours de voix off, on apprend à faire ça au théâtre. Parce qu'il y a un directeur artistique ou un metteur en scène qui vous dit de faire les pieds au mur et de dire du Molière. Et là, d'un seul coup, vous apprenez beaucoup de choses. Et finalement, vous ne pensez pas qu'il est matériellement pas possible de toute façon d'être en autodidacte
pour le métier de comédien. Bien sûr que si, mais il faut jouer au théâtre. D'accord. Ouais, mais faut être suffisamment aguerri. Mais il y a des gens qui se mouillent, qui te montrent un spectacle pour le Festival d'Avignon, en off, et souvent ce sont des spectacles absolument merveilleux. Mais ils en apprennent plus en 15 jours au Festival d'Avignon qu'en 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans de cours d'art dramatique chez Monsieur Duchemol, ou Madame Duglan. D'accord. C'est je te cause, tu me réponds devant le public. Et comme le public vient, pour que le public vienne, il faut que ce soit bon. Et quand le public est là, c'est que c'est bien. D'accord. Donc en termes de formation, vous diriez que Tout en est fait, bon. il faut en fait pouvoir combiner à la fois cours théorique et pratique. Tout à fait, au théâtre. tout à fait. Mais la vie est de l'école du théâtre. D'accord. Là, on est en train de parler. Je vous cause, vous me répondez, et vous me posez des questions, je vous réponds. Ben, c'est ça le théâtre. Simplement, il faut le faire plus fort parce qu'il y a du public. Question justement se situant dans le prolongement. Quelle opinion avez-vous de façon générale des formations proposées dans le domaine du doublage? Je crois qu'il y a. C'est l'AFDAS qui fait des stages. Oui, des stages conventionnés AFDAS. Oui, 5 jours, c'est ça? Je Quelque crois, chose comme ça. Oui, 4-5 jours. Pour avoir Ils sont- quelques rudiments. Et qui sont très, très, très bien faits. Avec des gens éminents comme Sylvie Fett, comme Béatrice Delph, comme Jacqueline Cohen, très grande dialoguiste, adaptatrice, très grande directrice artistique, toutes les trois. Et elles ont la gentillesse de dispenser une approche. Mais on ne peut pas devenir comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de... Alors, la formation, ça se fait sur le tas. Alors on regarde les autres travailler. Puis un jour, il y a un directeur artistique, à force de vous voir, qui vous dit, tenez, regardez, là, il y a un jeune garçon, là, il a 2 répliques. Et vous faites les 2 répliques. Il y a une jeune fille, et la jeune fille fait les 2 répliques. C'est comme ça, en fait. Puis après, si en fréquentant les gens, parce que techniquement, c'est très difficile. Il y a quand même beaucoup d'astuces techniques. Et puis, il faut surtout faut pas penser à ce qu'on fait, il faut penser à ce qu'on entend. C'est le film qui compte. C'est parce que vous faites. Ça n'a aucun intérêt ce qu'on fait. Sinon, vous abîmez le film. Savoir s'oublier en fait. Complètement. C'est un travail de l'ombre. Faut pas se prendre au sérieux. Faut être d'une modestie absolue. Ouais, finalement, il y a quand même aussi un jeu qui se fait à 2 niveaux par rapport d'une part au comédien qu'on voit à l'écran et par rapport à au personnage qui joue. Exactement. Parce qu'il y a 3 phases. Il y a la star qui va jouer le personnage qu'il joue à l'écran. Mais il n'est pas comme ça dans la vie, lui. Parce qu'il n'y a que des grands comédiens, faut pas rêver, ou des grandes comédiennes. Et vous venez vous glisser derrière ce personnage absolument génial qui a fait un truc fabuleux. Mais il faut essayer de l'abîmer le moins possible. C'est ça le truc. C'est pas d'essayer de s'imposer. Il faut se glisser derrière et que les gens, ça leur paraisse naturel. Voilà, comme s'ils l'avaient tourné en français, quoi. Mais ça, c'est grâce à l'adaptateur, grâce au dialoguiste. Et là, il y a un travail gigantissime. Gigantissime. Des grands adaptateurs, en France, il y en a 5. Allez, si je dis 6, je suis généreux. Parce que Vous pourriez citer quelques-uns d'entre eux, tant qu'à faire, on rendra hommage il y à a leur travail. monsieur Thomas Murat, Madame Jacqueline Cohen. Voilà, j'en ai cité 2 qui sont chers à mon cœur. Très bien. Que j'aime en tant qu'individu, que j'aime en tant que tout. Un talent absolu, quoi. Restez à l'écoute, Patrick Poivet et la voix des héros sont de retour dans un instant. Isidore le citadin, dans la ville, crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Son être dans Isidore, frappe à la vie dans son corps. Où qu'il soit, ils font la loi. Les chassons rois, les chassons là. Chats de bonne manière et des chats de gouttière. Ramatou, les chavaillous, les autres chassons là. Isidore chez ses bons maîtres, il frappe ses mauvaises têtes. Où qu'ils soient, ils font la loi. Les chassons rois, les chassons là.
de Goutier, Mamadou et Chabayou, les autres chats sont là. Isidore chez ses bons maîtres, ils frappent ses mauvaises têtes. Où qu'ils soient, ils font la loi. Les chats sont rois, les chats sont là. Les autres chats sont là. Question tout à fait différente. On a perçu énormément de complicité entre vous et Sadi Rebo pour votre duo dans les rôles titres de la série culte des années 80 de Flic à Miami. Pourriez-vous nous dire quelques mots concernant Sadi? Déjà, je lui rends hommage. C'était un ami, c'était un comédien extraordinaire, un être humain formidable, un exemple pour tout le métier. Et on avait des relations complètement fraternelles, quoi. C'est-à-dire que on n'avait pas besoin de lire les répliques parce qu'elles sortaient toutes seules. Alors il suffisait d'être synchrone. Et il y avait une connivence hors du commun qui se répercutait dans la vie privée, dans plein de choses. Et moi j'ai souffert le martyr avec son décès. Il y a quand même des injustices dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Sadi Rebo a été tourné à Kourou, en Guyane. Il a été piqué par un moustique et il est mort 3 mois après. D'accord. Et c'était un homme en pleine forme, sublime, avec une femme, des enfants, sublime et tout. Et puis un matin, il s'est réveillé, il avait mal au genou et je crois qu'une semaine après, il était mort d'une embolie cardiaque. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est très triste. Et ça ne tombait pas au moment où quasiment peu après la grève de 94? Tout à fait. Et vous pensez que ça a pu avoir une éventuelle incidence? Non, c'est son tournage à Kourou. D'accord. D'ailleurs, il y a un autre comédien qui est mort de la même façon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité qui s'appelait Vainé. Oui. Il est mort exactement. D'accord. Même piqûre de moustique, le même moustique, au même endroit. Ce sont des maladies qu'on ne peut pas soigner parce qu'on ne les connaît pas, pour ainsi dire. Elles sont tellement rares. Manque de peau, c'est tombé sur eux, quoi. C'est un peu con, quoi. D'accord. Donc vous avez une grande carrière en doublage. Vous êtes reconnu parmi les plus grands, notamment Roger Carrel, Francis Lax, Richard Darbois. Est-ce que finalement vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli? On n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait. Être satisfait, c'est quand même... on aurait toujours pu faire mieux. Mais disons que nous avons eu la chance extraordinaire. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'être formé par des gens comme Francis Lax, comme Roger Carrel, comme Mélondo, comme tous ces grands. J'ai été broyé, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a une discipline d'enfer, un respect absolu de l'original, ne jamais mépriser un produit et respecter les autres. Être bon tout de suite. Ah oui. Mais on commençait par 2 lignes, des petits rôles. On faisait le valet de pied, Madame est servie, on a appris comme ça. Puis un jour, on vous nous donnait un rôle plus important. Et puis un jour, il y a des distributeurs, et là il faut leur rendre grâce, qui décident de vous donner la chance de doubler des personnages énormes, qui vous dépassent considérablement. Alors, quand on a cet honneur, ça nécessite une honnêteté, une pudeur, il ne faut pas se prendre au sérieux, quoi. Parce que de toute façon, on abîmera toujours l'original. Le doublage, c'est fait pour vulgariser les grandes œuvres. Mais l'important, c'est l'original, quoi. Vous êtes l'une des voix les plus demandées en termes de publicité, de radio, de télé, donc en voix off notamment, et puis des rôles, effectivement. Cela vous permet-il d'opérer des choix et acceptez-vous tout de manière générale?
Non, alors je n'accepte pas tout. Et j'ai aussi encore une autre chance, c'est d'avoir un agent formidable qui s'appelle Monsieur Charles Neuville, qui m'empêche souvent de faire des conneries. C'est-à-dire des erreurs, mais pas des erreurs de choix. Je serais plutôt d'un tempérament généreux. Donc on me propose un truc, je dis oh, ouais, c'est bon, d'accord. Et donc des fois j'aurais pu faire des bêtises. Donc Charles Neuville m'a permis de les éviter souvent. Parce qu'on est très sollicité. Et puis tout se passe bien, quoi. Ouais. D'accord. Donc justement, vous avez la possibilité, de façon générale, de pouvoir demander un gré à gré sans que ça pose problème. Voilà, oui, non, c'est-à-dire que ça, c'est pas mes oignons. Moi, je suis artistique. Hein. Alors, je suis un comédien. On me dit jouer la comédie, je joue la comédie. Puis il y a des gens qui s'occupent qui sont plus conscients que nous au niveau de l'argent. Donc j'ai un agent qui fait ça très bien. D'accord. Très bien. Ça me simplifie la vie terriblement parce que ça me permet de faire des choses amicalement. C'est-à-dire que si vous me demandez une interview, c'est amical et je dis oui. Et puis si jamais c'est professionnel, c'est autre chose. C'est pas moi, ça me regarde pas, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Donc on rappelle ce qu'est un gré à gré pour nos auditeurs, vous l'avez expliqué. Voilà, un gré à gré, ça veut dire que c'est au-dessus du tarif. Voilà, tout simplement, ça permet de déroger en fait. Il y a un droit syndical, il faut savoir que le doublage est payé à la ligne. Une ligne faisant 50 caractères ou espaces. Et puis quand on a un gré à gré, eh bien vous négociez un tarif. Voilà. C'est ce qu'on appelle en droit du travail la dérogation in melius. Voilà. Donc, on peut déroger au droit commun puisque ça se fait dans un sens plus favorable aux salariés. Voilà, exactement. C'est toujours dans ce sens-là. Et tout ce qui est inverse est illégal. Voilà, tout à fait, puisque la convention collective constitue un socle. Exactement, merci. Voilà. Donc, alors, depuis la série Clair de Lune, vous avez, sauf à de très rares exceptions, toujours doublé Bruce Willis. Donc, parmi ces exceptions, on peut citer le 5e élément. Quels motifs ont été, à votre connaissance, à l'origine de ce choix inepte et unique, déploré par de nombreux spectateurs? C'est une histoire extrêmement simple, dans laquelle M. Besson n'a rien à voir. M. Besson a fait un film américain, et il le présentait hors concours à Cannes. Et il a fini le mixage de son film américain dans la nuit qui précédait la projection. Donc il ne s'est jamais occupé de la post-synchronisation française. Il a délégué ça à quelqu'un. Et cette personne, dont je ne dirai pas le nom exprès, ce serait trop d'honneur pour lui, a fait courir le bruit, je demandais extrêmement cher, ce qui est rigoureusement faux, puisque tout le monde connaît le tarif dans tout Paris, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé quand même depuis 8 ans, ou 10 ans. Et bon, bah voilà, il a fait courir le bruit, M. Besson a dit, bah ah non, c'est trop cher, c'est pas la peine. Voilà. D'accord. C'est aussi con que ça. Mais finalement, ce film est uniquement à découvrir en VO, parce qu'en VF, sincèrement, moi je fais partie des nombreux spectateurs qui peuvent pas, quoi, parce que une voix autre que la vôtre sur Bruce Willis, c'est carrément pas possible, quoi. Ouais, c'est une rencontre, c'est exceptionnel, hein, c'est très très rare. Vous parliez d'Henri Djanik tout à l'heure. Ben, Henri Djanik, c'était la voix de, jamais le dimanche, Anthony Quinn. Il y a une espèce de symbiose. Il y avait monsieur Jean-Claude Michel, c'était la voix de Sean Connery par exemple, ou de Clint Eastwood, c'est indissociable. Il y a un truc. Bon, alors Jean-Claude Michel, malheureusement, paix à son âme, lui aussi est décédé, Henri est décédé. Moi je suis encore vivant, alors donc on verra la suite. Dieu vous prête vie, merci, le plus longtemps possible. Alors, parmi la carrière prolifique de Bruce Willis, quels films dans lesquels celui-ci a joué préférez-vous et ceux pour lesquels vous avez eu le plus de plaisir à le doubler? Alors, il y a évidemment les grands films à grand succès. Bon, évidemment, tous les Die Hard, c'est un plaisir absolu parce qu'il a le clin d'œil, sont des situations extrêmes dans lesquelles aucun être humain ne saurait se trouver, mais lui, il a au moins l'humour de rire avec son œil. Et puis, il y a surtout, à mon avis, ça n'engage que moi, son plus grand film, où c'est vraiment extraordinaire, il est fabuleux, mais il est toujours fabuleux, mais c'est surtout Le Bûcher des Vanités, qui est un roman extraordinaire, où il joue un personnage fabuleux, un auteur de roman, il est magnifique, il joue au moins, il a 5 personnages dedans, et il est gigantesque, et là on a toute sa carrière est résumée dans un film, c'est Le Bûcher des Vanités.
D'accord. Restez à l'écoute, Patrick Poivet et la voix des héros sont de retour dans un instant. Quel point fort du doublage français en font un dont la qualité tend à être reconnue mondialement? On l'a inventé. Le doublage a été inventé en France grâce, c'est très marrant, à un ingénieur du son qui était à Boulogne-Billancourt. Le nom va me revenir. Et qui a tout inventé au niveau mécanique. C'est-à-dire que le cinéma se projette verticalement et l'enregistrement se fait horizontalement. Et il faut que ce soit synchrone. D'accord ? Avec ce qu'on appelle la bande rythmo. Voilà, exactement. Et donc c'est cet ingénieur, le nom va me revenir quand je le chercherai.
finalement, la bande rythmo est une spécificité en fait à la France. Complètement française, qui a été intégralement inventée. Et ce qui a, vous savez que il y a 24 perfos par seconde en images, et il a donc créé ce qu'on appelle une bande mère sur laquelle on peut écrire et qui a 24 perfos par image. Et c'est complètement synchrone. Mais le cinéma se déroule verticalement et la rythmo se déroule horizontalement. Donc on prend des séquences et qu'on cale par rapport aux 24 images secondes. Quand on fait de la vidéo ou quand on fait du numérique, on passe à 25, 26 et 27 images peut-être, et c'est pour ça que quelquefois, il y aurait comme des problèmes. Quel est votre pire souvenir en doublage? Question pas très plaisante, je le reconnais. Non, au contraire. Alors justement, comme ça me permettra de dire à tout le monde ce que je pense. Eh bien, l'ennemi du doublage, c'est le marteau-piqueur. C'est-à-dire que quand vous êtes à Paris dans des studios, Paris est toujours en travaux. À Lyon, c'est toujours en travaux. À Marseille, c'est toujours en travaux. À Limoges, c'est toujours en travaux. À Besançon, toutes les villes de France, il y a des travaux tout le temps. Et vous avez un très beau studio, nickel, avec une technologie d'enfer, un ingénieur du son extraordinaire. Tout le monde, tout est parfait. Manque de peau, dans l'immeuble d'à côté, il y a un marteau-piqueur. Et ben vous pouvez pas enregistrer. Ça vous est vraiment arrivé? Mais pas une fois, 50 fois. Vous avez par exemple les studios Jean Mermoz, rue Jean Mermoz, les films du Rond-Point, qui sont aux Champs-Élysées, au rond-point des Champs-Élysées, dans la rue Jean Mermoz, qui est le plus beau studio où j'ai fait mon premier film avec monsieur Richard Hens, justement, qui existe toujours, qui sont des studios sublimes. Eh bien, il y a toujours des marteaux-piqueurs. C'est-à-dire que le directeur artistique ou le directeur des studios est obligé d'aller dans l'immeuble à côté, où il va voir le mec qui fait les travaux, lui fait, vous pourriez pas travailler entre midi et 2h, l'heure du déjeuner, ou vous arrêtez jusqu'à 6h30, puis après vous travaillez. C'est pas possible, les gens ont le droit de travailler quand même. Donc je conseille à tous les gens qui veulent monter des studios, de monter des studios près des fabriques de marteaux-piqueurs, parce que les marteaux-piqueurs s'en vont, puisqu'ils sont fabriqués. Voilà, c'était juste pour rire. Alors Internet a permis une certaine médiatisation du doublage, une forme de reconnaissance. Qu'auriez-vous toutefois à déplorer dans la vision du grand public de cette facette du métier de comédien? C'est de croire que c'est facile. C'est surtout pas du karaoké. Ça peut amuser les gens d'essayer d'imiter. Mais non, parce que ça vient de la nature même de l'individu qui est devant le micro. Alors il faut savoir que le micro c'est comme une caméra. Ça filme, mais ça filme du son, c'est-à-dire que ça vient du diaphragme, c'est-à-dire de l'intérieur de l'individu, et qu'un micro est beaucoup plus curieux qu'une caméra. Donc il faut une sincérité absolue. Parce que dès qu'on ment, on le sent. Je pense que vous devez le sentir. Oui. Quand c'est mal fait, on le sent. Oui. Oui. On ne citera pas de nom, mais bon, on en a discuté voilà. Tout à l'heure au micro. D'accord. Notamment. Est-ce que vous avez un souvenir particulier sur la série qui s'appelait Dynasty, sur laquelle vous avez travaillé? Bien sûr que j'en ai un souvenir particulier. C'est une histoire à mourir de rire. À l'époque, je travaillais énormément. Et donc j'avais demandé à tous les employeurs qui avaient des sociétés de doublage, je leur avais dit surtout, ne mettez pas sur des personnages qui reviennent tout le temps. Mettez-moi sur des guests, ce qu'on appelle des invités, qui viennent sur 2 épisodes. Quoi. Et donc, un jour, j'ai un coup de téléphone de monsieur Michel Salva qui me dit Patrick, oui, est-ce que vous seriez libre mercredi? Parce que voilà, il y a un guest, un invité qui vient dans un épisode de Dynasty. Je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, j'ai vérifié, j'ai vu les cas suivants, on ne revoit pas. Je dis, écoutez, je vous remercie, c'est très sympa. Donc je vais faire le personnage, où j'ai la chance de travailler avec monsieur Jean-Claude Michel, dont j'ai quand même parlé, des grands comédiens qui étaient là, quoi. Et puis, bon, je finis ma journée d'enregistrement, et 2 mois plus tard, coup de téléphone. Patrick, oui. Eh bien voilà, il revient. Je dis, qui il revient? Le personnage que tu as fait dans Dynasty. Et oui, et c'est qui?
Ben en fait, c'est un fils qu'on leur a kidnappé quand il était petit. Et j'ai fait Dynastie pendant 13 ans. Ah ouais. C'est une anecdote, ça, non? Ah oui, oui, on est 13 ans. 13 ans de plaisir, hein. Mais 13 ans, c'est long. Parce que quand on donne son accord dans ce métier, on va jusqu'au bout des choses. On ne s'arrête pas en cours de route. Sinon, il faut changer de métier tout de suite. Ouais. Parce qu'on risque d'être blacklisté. Non, c'est pas blacklisté, c'est un manque de respect des autres. D'accord. Ouais. Alors, Et pour se du respecter public, soi-même. Du public notamment. Voilà. Alors, pour respecter les autres, il faut déjà se respecter soi. Ouais, c'est la base. Et bien enfin, pour clore l'interview, souhaiteriez-vous dire quelque chose en particulier au public et à nos auditeurs? Ben, si le doublage leur plaît comme il semble le paraître, c'est qu'il y a des gens qui font très très bien leur métier et à de nombreux postes, c'est-à-dire des ingénieurs du son, des détecteurs, des monteurs, des dialoguistes, des projectionnistes, des ingénieurs du son, des mixeurs et des gens qui achètent les films aussi. Parce que pour trouver une bonne série, il faut aller la chercher. Donc ils vont au MIP, au MIDEM, au MIFED, dans le monde entier pour essayer d'avoir des belles choses. Comme ça, nous, on peut faire des belles choses. Donc c'est pour remercier tout le monde et surtout le public. Parce que si on peut se permettre de faire du bon doublage, c'est parce qu'on a un bon public. Bon, voilà. D'accord, très bien. Bah, ce sera le mot de la fin, donc. Patrick, merci. Je vous en prie. Et puis à bientôt. À bientôt. Allez, Opso. Alors, Albator, quelle ironie!